Bonjour les amis, je vais essayer de parler fort aujourd'hui. Je suis dans la cabine arrière bâbord, là où se trouve le dessal, et je vous fais, je l'espère, une dernière vidéo sur le dessal. Il a été réparé en principe, tout fonctionne bien en principe, et je vais vous faire un topo sur tout ce qui m'a été expliqué sur le fonctionnement de cette machine, sur ce qui n'allait pas, sur ce qui va, sur ce qui ira mieux. Et puis quelques astuces ou quelques faits à connaître sur la bonne utilisation d'un dessalinisateur, quasiment quel que soit le modèle. Bon, je vous refais la description du système, hein. On a de l'eau de mer qui arrive par le tuyau qui est ici, qui passe par cette petite pompe de montée en pression. Il y a 3 compartiments pour la montée en pression. L'eau sous pression part dans le tuyau noir ici. Il va dans le porte-membrane qui est là-dessous. L'eau haute pression repart ensuite du porte-membrane. Elle passe là-dedans, elle va à l'intérieur de la cale moteur où se trouve le panneau de commande du dessalinisateur. Sur le panneau de commande, je vais y aller, je vais vous faire voir. Voilà, me voici dans la cale moteur. Sur le panneau de commande, on a un manomètre, il n'est pas gradué, on a une zone orange, la pression est insuffisante, verte c'est la pression de production, et rouge c'est trop de pression. Ici on a une petite jauge qui indique la production, la capacité, là on est nominal, 100 litres heure. Jusqu'à la réparation on était bien au-dessus et le dessal produisait en fait moins que ça. Ici on a un horamètre, ça fait 500 heures que le dessal tourne, donc vous dire s'il sert souvent. Et on peut l'éteindre ici physiquement et on peut le démarrer soit en 230 soit en 24 volts, c'est au choix. Ici il y a une petite molette de réglage de la pression si on veut l'utiliser en mode manuel. Donc je disais tout à l'heure, la pompe de haute pression monte la pression et en fait la pression elle est réglée ici. Tant que cette molette est fermée, ouverte en fait, la pression ne monte pas, donc le système se purge, élimine l'eau de mer qui repart directement ici. Hop là, qui repart directement ici à la mer. D'ailleurs on peut apercevoir un petit peu de flux de flotte ici. Ça c'était la sortie de la membrane déficiente que j'avais repiquée ici pour la sortir à la mer, donc ça m'est propre. Et quand le système fonctionne en mode automatique, ce qui est le cas ici, il ferme cette vanne là, il monte en fait petit à petit la pression au fur et à mesure qu'il y en a besoin. Quand là, il y a une petite sonde à l'intérieur de test de salinité, quand elle est bonne, ça bascule la production ici sur bon et ça va dans le tuyau qui alimente les réservoirs qui se trouvent là-bas. Et la pression cesse de monter quand l'aiguille est dans la zone verte. Donc ce principe fonctionne bien en temps normal. Et en amont de tout ça, on a sur notre bateau, dans ce panneau-là, que j'ouvre, voilà, on a la vanne d'arrivée d'eau de mer qui arrive ici. On a une vanne, je vous l'expliquerai après. Ici, on a un filtre classique pour des filtres 5 microns. Et l'eau de mer, une fois qu'elle a été traitée, enfin pas traitée, mais qu'on a éliminé les micro-impuretés, elle part ici et elle va dans le dessal, ce que je vous ai montré, qui est là-dedans, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Parmi les choses que j'ai apprises sur nos bateaux, cette vanne-là, elle permet de faire arriver de l'eau de mer dans le système ou, une fois qu'il est éteint, si je la bascule, je vais utiliser l'eau douce du bateau pour rincer le système. Pour mémoire, quand on utilise comme nous le dessal tous les jours ou tous les 2 jours, on n'a normalement jamais besoin de le rincer. Et le filtre que je vous ai fait voir tout à l'heure, là qui commence à être un petit peu encrassé, mais qui va encore, hein, ce filtre-là, on peut le retirer, le rincer au Karcher, le rincer à l'eau douce, ou, comme font certains, l'attacher quand on est en navigation derrière le bateau, et le simple flux de la navigation va faire un rinçage. Donc cette vanne, elle est bien pratique, elle permet de fermer le panneau et de ne pas se tromper. Il m'a été suggéré de la démonter, je vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez, de la démonter et de la faire pivoter, c'est-à-dire que la partie eau de mer, quand l'eau de mer est ouverte, ce soit dans l'axe du tuyau d'arrivée d'eau de mer, logique, ce qui fait que la partie eau douce qui est anormale
elle soit ici et qu'on ne puisse pas fermer la trappe. Pourquoi? Un jour, imaginons que vous avez sorti votre bateau, vous avez fermé tous les pascopes, vous remettez, vous demandez à quelqu'un de rebasculer cette vanne-là, et il la met du mauvais côté. La pompe d'eau douce du bateau va vidanger le réservoir du bateau pour rincer le système. Et vous allez vous retrouver avec pas d'eau. C'est idiot. Alors que si cette vanne est en position haute, on comprend bien que c'est quelque chose de temporaire, puisqu'on ne peut pas refermer le panneau. Bref, chacun en fait ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas toucher, ça me convient, je sais l'utiliser. Deuxième chose importante. Ces systèmes fonctionnent avec des filtres taille standard hein, et des filtres 5 microns. 5 microns. Ça filtre les microparticules et c'est parfait. J'ai un stock de filtres 5 microns qui servent à retirer les sédiments, les choses comme ça. Ce sont des cartouches en polypropylène. C'est fait pour les systèmes de filtration d'eau. Je les ai achetés exprès. Mais il se trouve que ces petits systèmes ont tendance à relâcher eux-mêmes des microparticules de leurs propres matériaux, du polypropylène. Et ces microparticules vont petit à petit s'accumuler dans les membranes du dessal, vont les colmater, il va produire moins bien, et puis un jour les membranes vont se dégrader et se détruire. C'est pour ça qu'il est fourni avec ces dessals des filtres tressés. Je vous en fais voir un. Voilà, ce sont des filtres comme ça qu'on utilise pour un dessalinisateur. Ça, c'est Dessalator qui le fournit. J'en ai encore 2 ou 3. Je vais en commander quelques autres, et ceux-là, ils peuvent servir. Alors en revanche, les 5 microns, ils peuvent parfaitement servir quand on est en marina pour mettre un filtre entre l'eau de la marina et le bateau. Ça évite de charger dans nos réservoirs ou dans notre circuit d'eau si on ne remplit pas les réservoirs. Ça évite de charger de l'eau qui parfois est pas top. Hein. On a vu ça dans certaines marinas, on avait de l'eau marron au robinet. Ces filtres-là solutionnent le problème. Donc, pour tous les dessals, utilisez des filtres tressés. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. N'utilisez pas c'est à peu près les mêmes prix. Hein. N'utilisez pas les filtres homogènes. C'est pas le bon produit. Toujours au niveau de l'installation du pré-filtre, on a discuté l'autre jour avec un ami qui a un dessalinisateur sur son propre bateau et qui, en sortie, en arrivée d'eau de mer, a un petit bac à la même chose que ce qu'on a sur nos moteurs, un petit trémie pour les coquillages, pour les petits bouts de crabe qui viendraient, pour les algues qui viendraient se mettre. Et ensuite, il a, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 filtres comme ça, un 50 microns, un 25 et un 5 microns. Donc j'ai posé à l'ingénieur de Dessalator, dont je vais vous parler tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que c'est pertinent de faire rajouter un petit bac pour recueillir les grosses cochonneries? Pourquoi pas, m'a-t-il dit, mais c'est pas nécessaire. Et faire des filtres en cascade de taille de plus en plus petite pour alimenter en eau de mer le dessal avec de l'eau qui a vraiment été nettoyée profondément. Et il m'a dit non, il n'y a pas besoin, pour une raison toute simple. C'est que la pompe qui est ici, elle n'est pas faite pour aspirer de l'eau à travers plusieurs filtres. On peut faire ça, ça présente pas vraiment d'intérêt puisque celui qui gagne c'est le 5 microns et il faut le changer régulièrement et ça coûte pas très cher. C'est le même prix pour les autres filtres, donc bon, bref. Mais dans ces cas-là, il faut mettre ici une petite pompe de gavage, une pompe d'eau de mer qui va mettre de l'eau de mer sous faible pression dans le système. Et chez Dessalator, en fait, l'installation électrique prévoit une petite fiche ici qu'on a tous, qui n'est pas connectée, et elle sert à alimenter une petite pompe de gavage quand le bloc du dessal est plus de 50 cm au-dessus de la ligne de flottaison, pour s'assurer que l'eau monte sans affaiblir la puissance des moteurs et de la pompe, puisque c'est la pompe de haute pression qui fait l'aspiration ici. Donc, pour nous, mettre plusieurs filtres en cascade, ça n'est pas pertinent. Je continue dans le descriptif de ce dessalinisateur. Là, c'est la pompe haute pression, je vous l'ai dit, elle est dans un bain d'huile particulier. Ne jamais ouvrir ça et ne jamais, sous aucun prétexte, vidanger la pompe haute pression. C'est de l'huile très particulière, ça ne se change pas comme ça, c'est pas comme un moteur diesel ou un moteur d'annexe, donc ça, vous l'ouvrez pas, vous le vidangez jamais, il n'y a pas besoin. Ensuite, c'est propre à Dessalator, cette petite partie bleue là,
elle est vissée sur la sortie d'eau haute pression. Elle est remplie d'azote qui est sous pression. De mémoire, il est entre 40 et 60 bars, je ne me souviens plus, mais peu importe. Donc, il ne faut pas faire de trou dedans, bien sûr. Hein, et son rôle, c'est d'absorber les variations de pression qu'il peut y avoir dans la pompe pour que le flux qui aille dans les membranes derrière moi, là-bas, soit régulier et stable. C'est ce qui fait, pour les gens qui ont un désalator de cette marque-là, c'est ce qui fait le changement de bruit quand on le démarre, que vous avez tous remarqué. C'est ça. Donc ça, ne le démontez pas. Ça ne fuit pas. Hein. Ça peut se dévisser avec une grosse clé. Ça ne sert à rien de le dévisser, sauf s'il y a une fuite. Et si vous le remontez, il faut y mettre une petite loctite, pas de la colle. Hein. C'est quelque chose qui aide à faire le joint étanche haute pression. Au passage, vous savez qu'on avait une panne sur le moteur 230 volts de notre dessal. C'était son condensateur de démarrage qui avait grillé. Donc, il était vissé sur cette boîte-là. C'était impossible à dévisser, ça avait fondu dedans. Bref, on l'a enlevé et il m'a été installé à la place. C'est du 30, je regarderai, 30 microfarad. C'est un gros condensateur, 450 volts. Ça se trouve à peu près chez tous les électriciens spécialisés. Ça coûte pas cher. Ça se branche ici, ça s'installe là. Un conseil de l'ingénieur. Il m'a dit, si un jour ça grille, ça, c'est ce qui permet au moteur électrique 230 volts de faire son démarrage. Après, il n'y en a plus besoin. Là, si je l'enlève, ça va marcher quand même. Il m'a dit, si ça grille, en fait, on peut malgré tout démarrer en 230 volts. On démonte ça, on prend la poulie et hop, et on lui donne après avoir mis le moteur sous tension, on lui donne un quart de tour pour l'aider à démarrer et après ça part. Voilà, c'est du dépannage, mais ça peut aider quelqu'un un jour. Tant que je suis dans les détails techniques, ici c'est le moteur 24 volts, puisqu'on a un système double moteur et on choisit celui qu'on utilise pour entraîner la pompe haute pression. Le moteur 24 volts, il se dit partout sur les forums, chez le fabricant, qu'il n'aime pas les batteries au lithium. Les batteries au lithium, elles fournissent du 24 volts et il n'y a pas de raison que ces moteurs n'aiment pas les batteries au lithium. Mais en fait, l'histoire n'est pas tout à fait celle-là. J'ai posé la question à Martin, à l'ingénieur, mais pourquoi est-ce qu'on dit que ces moteurs n'aiment pas les batteries au lithium? C'est du 24 volts, il n'y a pas de raison. Les batteries, qu'on démarre le groupe électrogène ou pas, ça amène du 24 volts. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Une batterie au lithium estampillée 24 volts, elle ne fournit pas 24 volts. En fait, elle fournit plus. C'est comme ça, c'est lié à la technologie. Selon le type de pile ou de batterie qu'on utilise, quand il y a marqué 12 volts, nominalement, ça peut être 12,4, 12,8, presque 13 des fois, rarement en dessous de 12. C'est pareil pour les petites piles qu'on utilise. Les 1,5 volts, vous avez remarqué, les rechargeables, elles sont à 1,2 volts. C'est nominal, ça fournit moins de courant, mais peut-être parfois plus longtemps. Bref, pour les batteries au lithium qui équipent nos bateaux, que ce soit du 12 ou du 24 volts, le phénomène est le même. Elles fournissent un voltage sensiblement supérieur de 1, 2, presque 3 volts de plus que leur étiquette. Mais un moteur 24 volts, lui, qu'est-ce qui se passe quand il reçoit un voltage supérieur? Il tourne plus vite, mais il n'est pas conçu pour ça. Et quand il tourne plus vite, il bouffe ses charbons. Vous savez, les espèces de petits contacteurs autour du moteur électrique. Et les charbons s'usent sur ces moteurs-là, non pas parce que la batterie au lithium est une mauvaise batterie, mais parce qu'elle fournit un courant trop grand. Alors, comme ce moteur tourne plus vite quand il est alimenté en 24 volts, les poulies qui entraînent la pompe haute pression tournent plus vite. La pompe haute pression monte plus en pression, ce qui fait que les membranes sont soumises à une pression globalement presque 20% supérieure. Ça les use, ça met tout le système en stress. La solution, alors voilà, je vous le montre, il a suffi de changer la poulie ici au cul du moteur 24 volts par une plus petite. La poulie plus petite fait que ça va moins entraîner la pompe haute pression puisque ce moteur tourne plus vite que la normale. Et effectivement, maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce dessal est nominal à 100 litres à l'heure, alors que jusqu'à présent, il était à presque 120. Là, ça va fonctionner avec beaucoup moins de stress désormais.
Sur ce dessalle, vous savez que j'ai eu pas mal de problèmes, Martin m'a changé la carte électronique qui est derrière, qui gère tout l'automatisme. Désormais, sur ces modèles de dessalle, il faut 4 minutes avant que le bestiau ne soit à sa pression nominale. C'est 1 minute de plus que précédemment, ce qui lui permet de vidanger éventuellement l'eau douce qui serait restée après un rinçage mal fait. Ce qui monte le système en charge de façon plus douce. Donc ça a été fait. Je ne sais pas si c'est fait d'office sur les anciens modèles. Tous les nouveaux modèles sont équipés avec la nouvelle carte électronique qui est plus tolérante de ce côté-là. La question que j'avais évoquée, c'était de faire déplacer tout le bloc de commande de la cale moteur dans la cabine où nous étions tout à l'heure. Pourquoi? Parce que pour le cas où l'automatisme ne marche pas, démarrer le dessalle à partir d'ici nécessite de venir dans la cale moteur. Vous l'avez tous expérimenté, quel que soit votre bateau, monocoque ou catamaran. Parfois, quand il y a du gros temps, c'est là où on n'a plus d'eau et on a besoin d'en faire. Et si vraiment il y a du gros temps, on a des vagues qui arrivent ici, qui passent par-dessus, et c'est des coups à prendre une déferlante à l'intérieur de la cale moteur. Donc, moralité, on ne peut pas faire de flotte. On est tous surpris pourquoi ce panneau de commande a-t-il été installé dans la cale moteur. Oui, il y a de la place, c'est vrai. Oui, il y a une sortie d'eau, c'est vrai. Oui, si ça fuit, il y a les pompes vide-cale. Oui, c'est vrai. Mais au quotidien, c'est pas pratique du tout. J'ai renoncé à faire déplacer ça. C'est vraiment beaucoup de boulot. Si je refaisais fabriquer Tiama aujourd'hui, je demanderais à le faire installer ailleurs, à l'intérieur de la cabine et pas dans la cale moteur. Ça serait plus homogène et plus cohérent. Mais pour le moment, ça reste ici. L'automatisme semble mieux fonctionner que ça n'était le cas. Et il y a une autre raison pour laquelle il semble mieux fonctionner. Alors je ne le savais pas, mais Martin, que j'ai rencontré ici, l'ingénieur de chez Dessalator, en fait, c'est l'ingénieur de chez Dessalator. C'est lui qui a conçu ces appareils, qui les fabrique, c'est lui qui tourne une partie des pièces haute pression, voilà, c'est le fabricant lui-même, intuitu personné, si je puis dire. Donc il connaît parfaitement ces machines, il a conçu les cartes électroniques, il les programme lui-même, il a les outils pour ça, il est venu ici équipé comme il fallait. Et il m'a dit, voilà, quand un chantier me commande un modèle de dessalinisateur, il me donne les caractéristiques, on veut ce modèle sur le catalogue, avec ou pas la mini-commande que nous avons dans Tiama dans le carré pour le démarrer, avec un moteur 24 ou un 230 ou les deux, avec voilà, il y a différentes options. Il m'a dit voilà, nous dans ce cas-là, à la fabrication, on fait un package complet avec tout qui est cohérent et homogène. Les pompes, les raccords, les longueurs de tuyaux, le nombre de membranes qui vont bien, la mini-commande pré-programmée pour le modèle de dessalle que l'on va mettre derrière, donc elle est pré-programmée selon que c'est un dessalinisateur 60 litres ou 100 litres heure, les paramétrages, les étalonnages sont différents. Et ils envoient tout ça au chantier naval, quel que soit le chantier, hein, outre-mer, allure, lagoune, c'est tous pareil. Après les chantiers, ils déballent les colis et certains, c'est probablement le cas, d'après ce que j'ai compris, c'est le cas chez Outre-mer, mais chez la plupart des chantiers, certains mettent les éléments dans des endroits différents. Les grosses pompes et le bloc moteur sur les étagères, les petites mini-commandes dans une caisse ou sur une étagère ailleurs, les membranes avec les membranes et ainsi de suite. Et la plomberie avec la plomberie, la visserie avec la visserie. Et quand ils fabriquent un bateau, ils vont récupérer dans les différentes étagères et les différents blocs tout ce qui va équiper le bateau nominativement. Le problème, c'est qu'il peut arriver, et c'est probablement ce qui est arrivé sur Tiama, il peut arriver que la mini-commande murale, celle qui permet de démarrer et d'arrêter le système à l'abri, soit celle qui a été pré-programmée et pré-calibrée pour un autre modèle. Par exemple un 60 litres heure. Donc sa gestion des temps de montée qui sont dans l'électronique du bloc de commande, mais sa gestion du débit affiché, du timing peut être un peu fantaisiste. Et pour peu que la mini-commande, ça je n'en sais rien, donne des instructions au panneau de contrôle sur ce qu'il convient de faire et la vitesse à laquelle monter en pression, forcément, au bout d'un certain temps, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, là, ça a été tout reprogrammé et ça devrait bien fonctionner durablement. Deux choses pour finir. Le porte-membrane là-bas, donc il a été démonté.
La membrane numéro 3 a été changée, elle était vraiment endommagée. Nous avons des doutes sur la 1 et 2 pour les mêmes raisons que ce qui a pu endommager la 3, mais pour le moment on fonctionne comme ça et on verra à notre retour si l'eau que nous fait le dessal est de l'eau correcte. Les raccords haute pression ont été refixés, donc c'est du conique inox, ce sont des raccords coniques, donc un cône dans un cône, une fois qu'il est serré, il est étanche. Pour que l'étanchéité soit bien faite, il faut utiliser un petit produit spécial. Martin appelle ça du rouge. C'est de la loctite, donc la même chose que la colle qu'on met sur les vis pour qu'elles tiennent bien, hein. Mais c'est pas la loctite rouge qu'on utilise pour les choses durables, c'est de la loctite 542. C'est une espèce de fluide hydraulique spécial qui permet, quand on raccorde des joints coniques hydrauliques comme ça, haute pression, quand on va serrer, c'est cette espèce de petite huile qui va prendre le différentiel de torsion plutôt que de potentiellement endommager ou rayer l'un des cônes et endommager définitivement l'étanchéité du système. Ça sert rarement, mais quand on accouple des éléments haute pression comme ça, c'est ce qu'il faut mettre. Toujours à propos du porte-membrane, celui de Tiama, là l'ingénieur a été catégorique, celui de Tiama c'est un ancien modèle, ça fait plus de 4 ans qu'il n'est plus fabriqué. Tiama, ça fait pas 4 ans qu'il a été construit, donc ce modèle-là, ce porte-membrane-là, celui qui est dans Tiama, a fait probablement l'objet d'un retrait d'un autre outre-mer, d'un échange standard, pour une raison que je ne connais pas. Et il était en stock, et comme il était en bon état, il a dû être recyclé à l'installation dans Tiama. En soi, c'est pas un problème, si ce n'est que depuis 4 ans, ces porte-membranes ont été modifiés, les têtes de membrane, les extrémités là-bas, les têtes de membrane ont été modifiées, elles ont désormais 2 joints. Sur Tiama, il n'y en a qu'un par membrane, donc c'est plus étanche, ça s'use moins, et avec 2 joints, ça a solutionné un problème que nous allons avoir. C'est un problème d'électrolyse des têtes de membrane. Alors, ça a l'air de rien, mais dans quelques années, j'ai l'une des 6 têtes de membrane qui va commencer à se dégrader et à fuir, il faudra tout changer. Alors que si il avait été installé sur Tiama, le porte-membrane correspondant à son millésime, ce problème qui arrivera dans quelques années ne serait jamais arrivé. Bon, voilà, c'est comme ça peut arriver. Bon voilà la conclusion sur le dessal. Normalement c'est réparé et durable. Ça a été fait par Martin lui-même et par Patrick, le technicien dessalateur de Saint-Martin. Un gars très très compétent. Je garde ses coordonnées précieusement. Celui que j'avais croisé au marin était très compétent aussi. Là, j'ai quelqu'un qui maîtrise vraiment ces systèmes. Donc si nous arrive quoi que ce soit sur le reste de notre voyage, tant qu'on est aux Antilles, on aura ici un point de contact connu d'outre-mer, mais surtout connu de dessalator, qui nous permettra de solutionner peut-être d'autres soucis. Normalement, nous ne devrions plus en avoir. Dernier point sur notre dessalinisateur. Ce que je ne savais pas, c'est que j'y ai pas pensé, hein, c'est tout bête. Hein. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos de la série Dessalator, ces membranes de dessalinisateur, quelle que soit la marque et le modèle de dessal, ces membranes ne supportent pas d'être mises sous pression avec de l'eau douce. Ok, ben ça on le sait tous, quand on fait un rinçage, après on réalimente à l'eau de mer, c'est pour ça que ces appareils montent en pression lentement pour rincer l'eau douce éventuelle avant de passer en pression de production à des pressions importantes. Oui, mais quand on remonte l'Amazone, le Rio Dulce au Guatemala, quand on remonte le Maroni en Guyane, on est dans de l'eau douce. Quand, comme Philippe Poupon qui fait des navigations dans des eaux polaires, on est pendant plusieurs jours le long d'un front glaciaire, l'eau de fonte des glaciers, c'est de l'eau douce. Quand vous démarrez le dessal, il pompe de l'eau douce, votre bateau navigue dans l'eau douce. D'ailleurs, la ligne de flottaison est plus enfoncée, on est dans de l'eau douce. Moralité, que deviennent ces appareils quand on les alimente avec de l'eau douce? Eh bien, ceux qui équipent nos bateaux chez Outre-mer sont, je vérifierai, hein, mais sont des modèles navigateurs qui se calent eux-mêmes selon la salinité détectée de l'eau. C'est-à-dire que si on est dans un fleuve, ils vont monter en pression très lentement et ils vont rester en basse pression parce qu'ils vont produire de l'eau douce très rapidement.
presque instantanément. Et quand ils vont repasser en mer, ils monteront en pression petit à petit parce qu'ils se rendront compte qu'ils sont de nouveau en eau salée. Rares sont les modèles de désalinisateurs qui sont polyvalents à ce point, et rares sont les utilisateurs qui y pensent. Moi, j'y aurais pas pensé. Si nous avions fait un stop au Rio Dulce au Guatemala l'année prochaine ou dans 2 ans, à la sortie, en revenant dans la mer des Caraïbes, on aurait potentiellement détruit les membranes sans comprendre pourquoi. Il aurait fallu changer tout ça en urgence à Carthagène ou à Panama. Normalement ici pour Tiama ça ne sera pas le coup, et c'est la bonne nouvelle et ma conclusion du jour. J'avais des inquiétudes sur la fiabilité de l'appareil qui équipe Tiama. J'avais eu le même modèle sur notre bateau précédent qui marchait très bien, mais pas de façon automatique. Là, celui-ci il est tout automatique, il ne marchait pas bien, il m'a endommagé les membranes plusieurs fois. Ça m'a coûté un peu d'argent, c'est pas toujours tout passé en garantie. Mais au final, c'est un excellent produit. Je ne peux que le recommander et j'en suis bien content. Et j'ai pas été payé pour dire ça. Et j'espère qu'il va nous durer de longues années. Pensez juste à utiliser les bons modèles de filtres. Un filtre 5 microns suffit. Pas vraiment utile de faire des rinçages tous les jours ou tous les 2 jours ou toutes les semaines comme on le fait souvent. Et prenez soin de votre dessal, il prendra soin de vous pendant longtemps.